Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Acteurs de la science. Collection dirigée par Richard Moreau, professeur honoraire à l'Université de Paris 12. Et Claude Brzezinski, professeur émérite à l'Université de Lille. La collection Acteurs de la science est consacrée à des études sur les acteurs de l'épopée scientifique moderne, à des inédits et à des réimpressions de mémoires scientifiques anciens, à des textes consacrés en leur temps à de grands savants par leurs pairs, à des évaluations sur les découvertes les plus marquantes et la pratique de la science. Dernière parution. J. Boulaine, R. Moreau, PZ2RT, Éléments d'histoire agricole et forestière 2010. Jean C. E. Accent aigu A, Une vie de mathématicien. Mes émerveillements 2010. Bernard Feduti, Copernic, Kepler, Galilée face au pouvoir 2010. David Annie, Rencontre avec des guérisseurs. Magnétiseur, radiesthésiste et rébouteux en Champagne-Ardenne 2010. Richard Moreau, Pasteur et Besançon. Naissance d'un génie 2009. Jean-Dominique Bourza, Une dynastie de jardiniers et de botanistes, les Richards. De Louis XV à Napoléon III 2009. Thomas de Vittori, Les notions d'espace en géométrie 2009. René Valery Rado, La vie de Pasteur 2009. Roger Tessou, Une histoire de l'ulcère gastro-duodénal 2009. Nausicaa Sabalios, Le système de santé Navarro. Savoir rituel et scientifique de 1950 à nos jours 2009. Jérôme Janicki, Le drame de la thalidomide. Un médicament sans frontières 1956 à 2009. Étienne Mollier, Mémoire d'un inventeur. De la photographie 35 mm au rétroprojecteur 1876 à 1962, 2009. Pierre de Félix, Histoire de l'optique 2009. Marie-Thérèse Pourpry, Des mathématiciens à la Faculté des sciences de Lille, 1854 à 1971, 2009. Roger Tessou, Dictionnaire biographique des médecins, chirurgiens et anatomistes de la Renaissance 2009. Note de l'édition. Les survivants de la Deuxième Guerre mondiale vieillissent. Les témoignages directs se font plus rares. Il est donc essentiel de les recueillir. C'est pourquoi nous publions ce récit tardif d'un survivant des persécutions nazies en Pologne. L'auteur a échappé au ghetto et au camp au prix d'une fuite éperdue, renouvelée de nuit en nuit et de jour en jour, selon les termes mêmes de l'écriture, d'été 28/66-67. Tu trembleras nuit et jour et tu ne croiras pas à ta propre vie, tu diras chaque matin, fût-ce encore hier soir, et chaque soir, fût-ce encore ce matin. Cette archive modeste mais essentielle, ancienne déjà mais animée d'une vie trépidante, mérite sa place dans l'histoire de cette période terrible. Prenant la suite du récit du professeur André Krzyzewicki, Un improbable chemin de vie, paru en 2006, celui du docteur Delorna montre une fois encore comment, partant des tréfonds d'une cave d'enfer, des esprits courageux peuvent atteindre le meilleur de la science. L'enfance slavophone de l'auteur transparaît parfois dans son style. Nous l'avons respecté par souci de l'authenticité de ce témoignage. Richard Moreau, directeur de la collection. Nous tenons à remercier Madame Régine Chouard pour la part qu'elle a prise dans l'élaboration du manuscrit de ce livre. Henri Delorna. De la mouvance ronde de l'enfance, de sa chrysalide délicate, l'adolescent se déploie, fragile et maladroit. C'est l'âge des bravades, des défis, de ce passage tumultueux avant d'accéder à une maturité en devenir. En quête d'identité simplement pour se prouver qu'ils existent, certains adolescents, par des conduites à risque ritualisées et répétitives, éprouvent le besoin de se confronter au jugement implacable de Lord Ali, mettant ainsi leur vie en péril. Pour Henri, la réalité cruelle d'un quotidien sans répit a excédé de loin la fiction pubertaire. Sous prétexte d'appartenance à une race que des prédateurs fous avaient décidé d'annihiler, l'adolescence d'Henri, à peine sortie de l'enfance, s'est égarée dans les méandres cauchemardesques d'une course désespérée contre la mort. Aventure inhumaine qui dépasse l'entendement. Peut-on s'habituer à la peur permanente qui s'agglutine à soi, d'une hantise de la mort à chaque instant ? Il faut une foi, une espérance dans la vie pour survivre à une telle tragédie. Mon amitié s'est émue de la tragédie de tout un peuple, et de la dramatique histoire d'une enfance et d'une adolescence brisée.
Régine Chouard, juillet 2001. Luo, la famille d'Henri. Pendant des siècles proie fréquente de ses puissants et voraces voisins, la Pologne, indépendante depuis 1918, va connaître jusqu'à l'invasion allemande et russe en 1939 à 1941, une paix toute relative puisqu'entrecoupée par la guerre polono-soviétique de 1919 à 1921. Depuis longtemps appartenant à l'Autriche, la Galicie va lui être restituée. Dans sa capitale, Lwów, se côtoient environ 200 000 Polonais, 130 000 Juifs, 60 000 Ukrainiens, quelques milliers d'Allemands autrichiens et quelques centaines d'Arméniens. 18 juillet 1930, une chaude quiétude s'est emparée de Lwów, troisième ville de Pologne. L'ancienne capitale de la Galicie étale ses grandes artères regorgeant de soleil, des fiacres, quelques rares taxis, ses immeubles cossus aux façades classiques ou tortueuses d'un baroque prodigue. Dans un de ces derniers naît un petit garçon, Henri, enfant unique d'une famille juive aisée, de taille plutôt petite mais de stature massive et forte, surtout de personnalité affirmée. Léon, père d'Henri, s'érigera, au cours de cette période dramatique, en bastion protecteur et sécurisant pour l'enfant puis pour l'adolescent. Cette forme superbe, il l'entretient par le sport à l'instar de ses deux beaux-frères Jacob et Jean, frères de son épouse, qui tous les deux appartiennent au club sportif juif de Lwów, Asmonea. Frapper du pied un ballon rond, affronter un adversaire dans la lutte gréco-romaine ou simplement courir en longue foulée légère sur une grande distance, Léon s'y exerce assidûment. Mais la responsabilité de ces deux magasins de pièces détachées d'automobiles ne lui laissera plus aucun loisir sportif. Car même la nuit, il peut être appelé. La beauté délicate de Frédéric Beigel, mère d'Henri, s'entourera de l'aura rayonnante et fantomatique d'une disparition précoce et tragique. À l'époque, elle s'active à aider son époux dans les magasins. La force impressionnante de Léon est un héritage direct de son père. Au cours d'un spectacle de cirque, un certain Bamboula exhibe avec orgueil sa musculature bombée et dure de lutteur invincible. Le présentateur interpelle le public. Qui va oser défier notre gaillard ? Le grand-père d'Henri sans hésiter affronte le Goliath, et avec sa vigueur tranquille le cloue au sol. Il lui en vaut de gagner une pièce autrichienne, couronne d'or. L'arrière-grand-père paternel tenait une distillerie d'eau-de-vie dans la petite localité de Stanislawo. Après son décès, son frère, mauvais gestionnaire ou trop dépensier, dilapidera sa fortune. Le père de Léon recevait dans son restaurant, face au tribunal, toute la gente de la justice. Il décédera en 1935, des suites d'une hémiplégie, survenue après avoir sauté d'un tramway en marche. Henri a connu ce grand-père, trapu et impressionnant pour le petit garçon. La grand-mère paternelle, très pieuse, sera, comme une grande partie de la famille, exterminée par les Allemands nazis. Léon a 6 frères et sœurs. Mobilisé en 1914 dans l'armée d'Autriche-Hongrie contre celle du Tsar, David, avocat, mourra au combat en tant qu'officier. Son corps restera enfoui dans l'humus d'une terre labourée par de terribles batailles sans qu'on puisse retrouver sa dépouille. Xavrin Albert, appelé également Dolek, travaille à la poste. À Poulavy, il vit maritalement avec une Polonaise non-juive. Pendant l'occupation allemande, activiste dans la résistance, il sera fusillé. À Broukowicz, 8 km de Lwów, Cécile, la plus âgée des sœurs de Léon, exerce le métier de médecin de campagne. Une telle vocation a-t-elle inspiré Henri plus tard ? Lydia et sa générosité naturelle accueillent dans sa pharmacie, à Majero, petite bourgade à 30 km de Lwów, même les plus pauvres à qui elle n'hésite pas à fournir gratuitement des médicaments. Cette pauvre Lydia a eu quelques déboires amoureux. Sa famille n'a pas apprécié le beau capitaine de l'armée polonaise, follement épris d'elle au point de menacer de la tuer, puis ensuite de se donner la mort. Le père d'Henri réussit à le dissuader de ne pas accomplir cet acte désespéré. En tant que modéliste couturière, Frédéric, autre sœur de Léon, occupe son temps à fabriquer des vêtements. À 70 km de Lwów, s'étendent des champs pétrolifères avec leurs forêts métalliques de forage et de pompage. Dans un bureau à Lwów, Stéphanie travaille pour une de ces sociétés pétrolières. Enfant, jeune fille, elle s'est toujours effacée, se réfugiant derrière le paravent protecteur d'une modestie virant à la timidité. Comme pour les siens déportés ou fusillés sur place, il lui faudra un courage terrible pour affronter l'horreur de la Shoah. En 1942,
Tandis que les Allemands encerclent le bureau de sa société situé dans le quartier polonais, Stéphanie prend le temps d'avertir sa famille, entre autres le père d'Henri, et de leur dire adieu. L'enfance d'Henri s'est levée dans un bonheur lisse et tendre, que les événements dramatiques de l'occupation allemande vont trancher d'un coup près mortifère et sanglant. Les silhouettes enveloppantes de la mère et de la gouvernante, on doit dans l'atmosphère légère de cette période heureuse. Le dos blanc et poli de la gouvernante émerge des flots bleutés de la baignoire. « Si tu es gentil, tu pourras me laver le dos, sinon ?» Propos coquins et ambigus de la gouvernante qui résonnent feutrés dans la douce quiétude d'un passé nostalgique. Des souvenirs de vacances s'égrènent impuissants et pâles, en arrière-plan de ceux cauchemardesques trop réels et noirs qui les surplombent. À quelques kilomètres de Lwów, Henri passe ses vacances en compagnie de sa gouvernante. Son père vient le visiter et l'emmène soit à Łódź, Cracovie ou Varsovie, ou encore dans la ville libre de Danzig ou Gdansk, nichée dans sa baie. En 1938, bien que n'appartenant pas à l'Allemagne, Danzig est peuplée de nombreux nazis. Malgré l'interdiction formelle d'y pénétrer faite aux Juifs, Léon et Henri s'y rendent cette année-là. À Orłowo et Jastarnia, près de Gdansk, au bord de la mer Baltique, devant le petit garçon ravi, la mer s'étire en houle écumante et perlée, caressant la grande plage sablonneuse. L'hiver, les Carpates proches abandonnent aux skieurs zélés et aux traîneaux véloces leurs pentes cotonneuses de neige molle. Henri skie ramait sur d'autres pistes, celles situées près de Lwów. Au cours des vacances estivales dans les Carpates, en 1938, une nuit, la mère d'Henri brusquement se réveille, épouvantée par un horrible cauchemar. Elle était assise sur une chaise quand soudain, une présence derrière elle, devinée plus que vue, met en joue une arme et lui tire une balle dans la tête. Rêve prémonitoire ? Très haut, dans le ciel des Tatras, crêtes montagneuses ombragées de leurs pins cendreaux, plane majestueux l'aigle royal. D'une envergure sombre plus menaçante, un autre aigle rôde à l'ouest de la Pologne. L'occupation russe. 1er septembre 1939. Le ciel de Lwów se met à vrombir sous l'attaque des bombes allemandes. De cette première blessure, la ville se tire avec quelques égratignures. Les Allemands sont à quelques kilomètres de Lwów. On s'attend à ce qu'ils occupent la ville. Or, un pacte de non-agression entre Allemands et Russes inclut une clause qui permet aux Russes de se réserver cette partie de la Pologne. Le 17 septembre 1939, les Soviétiques, sans aucune résistance de la part de l'armée polonaise, franchissent la frontière polonaise. Le 21 ou 22 septembre 1939, ils pénètrent dans la ville de Lwów. D'une fenêtre de l'appartement, Henri les voit comme une pieuvre géante étirer leurs tentacules dans les rues principales de la ville. Soudain, un soldat russe, le regard plissé typé de l'asiatique, aperçoit la silhouette d'Henri. Il le met en joue. Aurait-il tiré ? Lwów et sa région deviennent l'Ukraine occidentale. L'ukrainien, déjà obligatoire du temps de la Pologne comme langue étrangère, conforte sa position de langue officielle. L'école polonaise où Henri a été bon élève entre 1937 et 1939 est trop éloignée. À l'âge de 10 ans, Henri sera obligé d'assimiler le russe, cette nouvelle langue étrangère, avant d'en ingurgiter d'autres par la suite, telles que l'allemand et le français. Toute une population de Juifs ayant fui l'avance allemande, complètement démunie, a échoué dans la ville. Elle vient grossir les interminables files d'attente pour acheter un simple kilo de sucre, vendu 5 roubles. Si l'on veut éviter la queue, il faudra le payer 17 roubles. Mais à partir de 1940, les Russes traquent les Juifs dans la partie polonaise qu'ils occupent. Ainsi 200 000 environ seront déportés en particulier à Semipalatinsk et éparpillés en Russie asiatique. Si certains meurent de maladie, la majorité d'entre eux survivra et reviendra en Pologne ou s'exilera en Israël ou aux USA. Contrairement au camp nazi, un certain humanisme est maintenu, ainsi les enfants peuvent se rendre à l'école. 1940, en pleine nuit, on frappe chez les parents d'Henri. D'un bond tous se lèvent inquiets. N'avait-on pas caché dans une armoire des réfugiés juifs ? À une heure aussi insolite, ce ne peut être que des miliciens russes. Ils commencent à interroger chacun, y compris la bonne, menacent d'expédier tout le monde dans les camps russes d'Asie s'ils découvrent un ou plusieurs réfugiés juifs. Ils insistent de nouveau auprès de la bonne. Face aux réponses négatives, ils fouillent l'appartement, regardent sous les lits et oublient d'ouvrir les armoires, puis ils repartent bredouille.
Leur cachette encore tremblant, les fuyards émergent, remerciant leur protecteur. Il s'agit de Monsieur et Madame Drut. En 1942, Léon retrouvera Monsieur Drut à Varsovie. Il lui fournira des faux papiers d'identité. Et si les miliciens avaient pincé Monsieur et Madame Drut? Songera plus tard Henri. Ma mère aurait été sauvée. Des enfants juifs et Henri sont en train de jouer, lorsqu'ils sont encerclés par une bande de gamins russes plus jeunes qu'eux qui appellent à la rescousse un autre nettement plus âgé, 18 ans. Les Russes les entraînent en haut d'une petite colline duveteuse d'herbes tendres. Ont-ils eu peur de cette intimidation de l'occupant? Pas vraiment. Le grand de 18 ans leur ordonne « Vous allez descendre la colline en roulé-boulé », simple incident ludique, par rapport à d'autres à venir. Un voile crépusculaire laisse deviner sous les arbres impassibles d'un parc les ombres mobiles d'un soldat soviétique et d'une femme polonaise. Revenant d'un match de football, Henri et ses copains surprennent le couple. À peine clamé « Et camarades officiers, qu'est-ce que cela donnera dans 9 mois ?» Jubilant de leur hardiesse, tout en craignant les représailles, nos galopins s'enfuient avec la rapidité de l'éclair. Bien avant l'arrivée des Allemands, Henri doit souvent faire face à un antisémitisme primaire de la part non seulement des enfants mais aussi des adultes. Pendant l'occupation russe, faute d'argent, d'organisation ou de places disponibles, les vacances se déroulent dans la ville ou dans les environs. En plus des bains en piscine, la rigueur des hivers offre, proche de Lwów, des collines fortement enneigées propices au ski. Sur ces pentes d'une blancheur immaculée, Henri, chaussé de ski, s'apprête à fondre l'air glacé propulsé par l'ivresse vertigineuse de la vitesse, lorsque 3 Polonais, 18 ans environ, se dirigent vers lui pour l'insulter. « Sale juif !» Surprenant la scène, son père s'est précipité prêt à frapper les agresseurs. Le 22 juin 1941, l'Allemagne attaque l'URSS. Plusieurs jours avant, la radio anglaise prévient les soviétiques. 150 divisions allemandes sont massées contre la ligne de démarcation entre l'URSS et la partie occupée de la Pologne par l'Allemagne. Entendant les bombardements sur Lwów, des familles d'officiers russes croient que ce sont les Anglais. Non loin de la ville, la défense russe est telle que les Allemands avancent très lentement, 8 jours pour faire 80 km. Après l'agression allemande, bruit qui hélas deviendra familier, des claquements d'une fusillade strient l'atmosphère ouatée de la ville. Les Ukrainiens nationalistes tirent sur les Russes. Henri s'est réfugié avec un jeune et un adulte derrière la porte de son immeuble. Les Russes perquisitionnent chaque habitation. Ils pénètrent dans celle d'Henri, haut les mains. Tous lèvent les bras. Henri se permet. « Camarade, je suis encore un enfant donc incapable de porter un fusil. » Les Russes font baisser les mains aux 2 enfants. Ils grimpent jusqu'au grenier à la recherche d'armes. Devant les pièces détachées d'automobiles, ils croient à une sorte de grenade. Aussitôt, le père d'Henri leur explique. Puis, ils gagnent la cave après avoir annoncé. « Vous ne serez plus bombardés par les Allemands, car nous marchons sur Varsovie et Berlin. » Ce ne sera vrai que 4 ans plus tard. Arrivée des Allemands. L'été, sa torpeur lourde et sournoise s'est installée. Le 30 juin 1941, les Allemands s'introduisent dans Lwów. Ce jour-là, réflexion d'une femme juive à sa communauté. À partir d'aujourd'hui, vous ne connaîtrez plus un instant de tranquillité. Peu avant l'arrivée des Allemands, les Russes répliquent aux tirs des nationalistes ukrainiens. Avant de quitter la ville, ils exécuteront, en particulier dans les prisons, 4000 Ukrainiens, quelques Juifs, Polonais et pilotes allemands. Les Ukrainiens nationalistes, hostiles aux bolcheviks, accueillent chaleureusement les Allemands. 1er juillet 1941. Premier pogrom sanglant de la part des Ukrainiens. Observateurs, sans pratiquement intervenir, les Allemands, surtout ceux de la Wehrmacht, se contentent de photographier et de filmer cette tempête humaine. Sous prétexte de venger les fusillés ukrainiens de la prison de Brygidki à Lwów et leur chef nationaliste Petloura, tué en 1920 à Paris, par un juif dont la famille avait été odieusement assassinée par ces hommes, les Ukrainiens se jettent sur les Juifs comme des fauves affamés de sang. Ils les traînent à travers la cohue d'une foule haineuse dans la prison de Brygidki. Ils leur ordonnent de ramasser tous les corps gisants des Ukrainiens. Ils massacrent 2000 Juifs. Combien survivront? Dans les rues, la tuerie sauvage à coups de massue, de barres de fer se poursuit. Des cadavres ensanglantés jonchent toute la ville.
Pour avoir entraîné l'équipe de football soviétique, Jean, l'oncle maternel d'Henri, sera fusillé. Ému par l'attitude barbare de ses congénères, le métropolite ukrainien Cheptikij, archevêque de Lwów, tente en vain de défendre les Juifs. Par la suite, il ne craindra pas de proposer à un rabbin de le cacher. Dès le lendemain de leur arrivée, c'est-à-dire le 1er juillet 1941, les Allemands, sous peine de mort, réclament tous les postes de radio. Alors que Léon, le père d'Henri, muni de son poste de radio, descend tranquillement devant l'immeuble, des Ukrainiens l'apostrophent « Ton passeport ». Sur le passeport obligatoire pour les adultes sont indiquées la nationalité, mais également la judaïté. Or Léon n'a aucun papier sur lui. Si tu n'as pas ton passeport, c'est que tu es un commissaire communiste. Sans autre explication, il tire le père d'Henri pour le conduire à la fameuse prison de Brigitki. Aguerri à la lutte, Léon, cette force de la nature, ne se laisse pas intimider. Les Ukrainiens ne lui font pas peur. Il se débat en les assaisonnant d'un coup à droite, d'un coup à gauche, quand soudain, il titube sous l'effet d'un choc violent et s'effondre. L'un des Ukrainiens lui a balancé une planche cloutée sur la tête. Léon se retrouve dans cette redoutable prison parmi d'autres prisonniers juifs qui attendent, résignés, un sort qui ne laisse présager rien de bon. Car il apprend qu'on frappe les Juifs jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il lui faut à tout prix sortir de cet enfer. Il contacte 2 ou 3 Ukrainiens et essaie de les amadouer. « J'ai joué au foot contre l'Ukraine, quelle équipe, si vous me sortez de là, je vous donnerai de l'argent. » L'appât a réussi. Les Ukrainiens ramènent Léon à la maison, la tête dégoulinante de sang. Combien de fois Léon aura-t-il à marchander sa vie et celle d'Henri, dans un réel insensé où toute parole est abolie, sauf celle dérisoire et cruelle d'un chantage? Les prédateurs, tortionnaires ou escrocs auraient pu, l'argent encaissé, ne pas épargner pour autant leurs victimes. Mais celles-ci ne deviennent-elles pas indispensables pour des raisons obscures qui dépassent de loin une simple source de revenus? Henri ne se doute de rien. Quelle n'est pas sa surprise horrifiée de constater dans quel état est son père. Va chercher la tante Cécile, une des sœurs de Léon qui exerce en tant que médecin, actuellement à Lwów. Lorsqu'Henri s'engage dans les rues principales de la ville, il se heurte à un spectacle des plus atroces. Murs denses, impénétrables d'une foule en furie essentiellement ukrainienne, ivre de haine, qui s'acharne avec une brutalité inouïe, munie de planches, de couteaux, de bâtons sur des Juifs baignant dans des mares de sang. Le soleil de cet été sanguinaire darde des rayons de feu sur ces gens devenus fous. Près d'Henri, sidéré par cette vision dantesque, une femme juive sourde et muette se débat en rendant coup sur coup. Elle survivra ainsi ce jour-là. Devant l'obstacle infranchissable, Henri fait demi-tour et pense innocemment, vivement que la Gestapo arrive pour mettre de l'ordre. Ce n'est que 3 ou 4 jours plus tard que la tante pourra se rendre chez les parents d'Henri et panser les plaies de Léon. Quelques jours après le pogrom, la Gestapo a fusillé 30 à 40 personnes appartenant à l'intelligentsia polonaise et aussi des Juifs. Face à cette boucherie immonde déclenchée par les Ukrainiens, les Juifs tremblent. Bien accueillis par les Ukrainiens, les Allemands ont assisté à ce massacre avec peut-être une certaine satisfaction. Le concierge de l'immeuble propose de dissimuler Henri et sa famille dans une niche pendant 1 à 2 jours. C'est la première étape d'un jeu macabre de cache en série pour échapper à la mort qui, tel un vautour sinistre, rôde sur la ville de Lwów. Après ce premier pogrom, les Allemands interviennent à leur tour, en exigeant une rançon énorme de la part des Juifs qui ne pourront que s'exécuter. En pleine nuit, on enfonce les portes. Dans l'immeuble des parents d'Henri, des aviateurs allemands pillent des appartements de Juifs. Ceux-ci demandent assistance. Allez chercher du secours en Palestine, leur répond-on sarcastique. Accompagné d'un membre du conseil juif, un officier allemand très posé fait décrocher calmement, 1 à 1, les plus beaux tableaux qui ornent l'appartement des parents d'Henri. Moqueur ou sérieux, l'officier ajoute, le conseil juif vous remboursera. Face à ce pillage, la mère d'Henri cache des pièces de 20 $ US à l'intérieur de banales pommes de terre qu'elle recouvre de mastic. Une voisine polonaise de 40 ans surnommée Kazikowa propose à Henri de l'accompagner au cinéma. Mais les Juifs n'ont pas le droit d'aller au cinéma. Tu es avec moi, tu ne risques rien. Munis de leurs billets pour 2 par terre, ils se dirigent vers leur place. Juifs, crient des gamins polonais.
Henri remarquera souvent que les enfants ont une capacité plus grande de discernement que les adultes pour détecter les Juifs. Ils font demi-tour et discrètement s'installent au balcon. Henri baisse la tête pour ne pas être vu. Mais horreur, un peu plus tard arrive pour devenir son voisin immédiat un membre de la Gestapo ou du SD, accompagné d'une jeune femme polonaise. Du film, Henri saisira peu de choses avec la peur permanente que les gamins ne le remarquent. Il ne retournera plus jamais au cinéma à Lwów. Dans une cour, 2 cadavres de juifs âgés, tués par balle par des officiers allemands. Une barbe grisonnante dépasse du journal qui recouvre leur visage. Une mort sordide, sommaire, niant toute humanité, concrétisée par ces dépouilles qui ne cesseront de s'amasser, plane désormais sur l'enfance brisée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.